Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Alice, restauratrice, fondatrice de Dément Collective, des restaurants dédiés aux légumes. Sa première adresse, Plan D, est le meilleur plan street food du canal Saint-Martin. Jeune adulte, Alice a traversé plusieurs années de dépression qui l'ont paralysée par intermittence. Aux prises avec d'intenses troubles du comportement alimentaire, Alice a puisé dans ses épreuves de santé mentale un courage et une détermination infinie pour bâtir son projet de vie, porteur d'une nouvelle façon de se nourrir et de travailler. Nous allons explorer aujourd'hui le sujet de la santé mentale, la quête de sens et les outils qu'Alice utilise aujourd'hui pour installer une discipline du plaisir. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Alice Tuyette, restauratrice, fondatrice de Dément Collective. On va parler aujourd'hui de santé mentale. On va aborder pas mal de sujets sur comment on se relève après avoir pas mal bataillé dans la vie, comme tu me disais tout à l'heure. Donc on est dans la petite salle, toujours la petite relax room derrière le labo des jus chez Atelier Nubio. Bonjour Alice. Claire, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Ça sent un petit peu le Palo Santo, un petit peu le jus. On est dans un univers olfactif qui te change un peu. Bah ouais, c'est vachement sympa. Comme tu sais, il y a cette première question rituelle sur coup d'éclat qui peut te donner envie un petit peu de creuser ton why, comme on dit dans le milieu entrepreneuriat. Donc, Alice, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta mission sur Terre ? Alors Claire, tu mets direct les pieds dans le plat avec une question compliquée pour commencer. J'ai réfléchi un petit peu quand je préparais le podcast et fondamentalement, c'est de faire le bien. C'est une éthique de la non-violence, c'est envie d'avancer sur le chemin de l'amour. Ça peut sonner très cheesy, mais j'y crois profondément et j'essaye d'avoir cet alignement-là, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie publique qui reste privée, dans ma vie professionnelle. Il y a une phrase d'un grand philosophe que j'aime beaucoup, Vladimir Jankélévitch, qui disait « On fait le mal toujours une fois de trop et on ne fait jamais assez le bien ». Et j'en suis intimement convaincue. Et c'est un chemin comme ça de vouloir essayer de prendre soin de soi, de prendre soin des autres autour de soi. Et aussi, j'ai la chance, via mon aventure entrepreneuriale, de le vivre aussi au niveau du boulot. Et cette mission-là, elle s'accompagne forcément d'une autre mission, je dirais, presque d'une injonction, qui est celle du courage, parce que c'est pas évident de faire le bien. Et évidemment, moi aussi, je fais beaucoup trop le mal. Et ce courage de continuer à avancer, de continuer de faire son mieux, alors qu'on fait des erreurs. Parfois, on parle un petit peu mal. Parfois, on se loupe dans le boulot. Parfois, on se fait aussi des choses qui ne sont pas bien envers soi-même. Et le courage, c'est de continuer à avancer malgré la difficulté. Et ce courage, je trouve, c'est cette vertu, cette mission d'avancer même quand c'est difficile. Et si tes auditeurs sont intéressés par la question, il y a le petit ouvrage de Cynthia Fleury sur la fin du courage, qui est vraiment un chouette bouquin là-dessus. Ouais, parce que cette question, de la raison d'être, le sens de la vie, finalement, c'est presque plus simple de ne pas se la poser. Je pense que ça peut être plus simple, mais une fois qu'elle arrive, est-il vraiment difficile de s'en défaire ? Je ne crois pas. Et moins on essaye de se la poser, peut-être plus on se complique la vie. Et peut-être aussi on passe à côté d'une part de l'existence. J'ai absolument aucun jugement pour les personnes qui ne se la posent pas. Je peux même avoir une forme d'admiration pour les personnes qui ont une vie un petit peu... je bosse, je gagne de l'argent pour aller voir mes potes le week-end et penser aux prochaines vacances et dormir et vivre dans une forme de joyeuse naïveté. C'est pas forcément faire l'autruche, je trouve non plus. Il y a vraiment aussi une beauté dans un rapport très simple au monde. Presque comme les enfants aussi, quand ils jouent.
Quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Il y a certainement moins ces questionnements-là. Mais ces questions, une fois en tout cas qu'elles arrivent dans ta vie, je pense qu'il est en effet très très difficile de s'en détacher, voire même de s'en libérer. Et j'ai eu un énorme besoin de réponses là-dessus. Et j'en suis arrivée à la conclusion, si tu veux, que certes, le monde n'est pas là pour nous faire plaisir. Il y a des horreurs qui se passent par milliers à l'instant où nous parlons, des très belles choses aussi en même temps. Hein. Il ne faut pas non plus avoir que ce rapport-là à la lucidité qui serait une tristesse et qui finirait dans une forme de cynisme par rapport à ce qui se passe. Mais malgré tout, l'univers est difficile. On voit la souffrance d'autrui au quotidien, qui est quelque chose qui moi, m'a beaucoup pesé et me pèse énormément, en ayant grandi avec des gens qui vont pas très bien, des gens malades aussi autour de moi, et des gens aussi moins loin, où on voit que souffrance et misère autour de nous. Le monde est quand même, paraît très indifférent à ces cris silencieux, à cette souffrance. Et pour autant, le chemin de la vie, je crois, est d'y trouver quand même de la joie à travers tout ça. C'est un petit peu, tu sais, tout ce qui a été écrit aussi en littérature, que ce soit de Camus à Sartre, sur l'absence de sens qu'a le monde, et pour autant, y trouver de la joie. Tu sais, c'était un petit peu comment ciseler un diamant au milieu des pierres, ou trouver la lumière derrière le charbon, regarder le ciel et voir des nuages, mais pas y voir simplement des formes, y voir un éléphant, réenchanter quelque part le monde. Et ça, c'est un travail aussi quotidien. Ouais, mais ce courage dont tu parles, en fait, tu l'as découvert en touchant le fond, en étant justement confronté à de telles montagnes, d'avoir du mal à sortir de son lit le matin, à sortir de sa maison, tu me racontais, à prendre une douche. En fait, ce courage qui m'apparaît aujourd'hui inépuisable chez toi, tu l'as aussi puisé dans ces situations vraiment effroyables, comme cette joie et cette créativité qu'on peut trouver dans une forme de nuage. En fait, on ne peut l'imaginer que après avoir vu un ciel très très noir, en vrai. Parce que là, tu es en train de monter un réseau de restaurants. Tous les gens qui ont approché de près ou de loin la restauration savent quelle force phénoménale il faut pour trouver des lieux, les organiser, ouvrir malgré tous les embûches, que ce soit les copros, les salariés, les appros, voilà, toutes ces règles qu'il faut contourner ou respecter, en vrai, parce qu'on il y a toujours une limite aussi qui est à la perception de chacun. Il faut être un peu hors la loi quand même parfois. Ouais. Hein. Faut savoir contourner parce que sinon on fait pas grand-chose. Ouais, on se disait il y a peu de temps que quand on demande la permission, on nous la donne jamais. Donc, il faut l'apprendre. Donc, finalement, aujourd'hui, ce courage, il vient aussi de toutes ces étapes que tu as passées. Je pense tout à fait que l'adversité t'apprend à mieux te connaître et t'apprend à trouver des forces en toi-même. Et ça m'a beaucoup appris à savoir que je pouvais maintenant compter sur moi. Et ça, je sais que c'est une force inépuisable dans la vie. Je sais que si, je sais pas, aujourd'hui, si j'ai un revers économique, je suis prête à peu près à faire n'importe quel job pour m'en sortir. Pareil, quand j'aurai la chance d'avoir des enfants, une famille, je sais que je pourrai à peu près tout faire. Et je sais que j'ai cette ressource de me dire, je peux à peu près affronter beaucoup de situations, si ce n'est toutes. Et je sais que je m'en sortirai. Et ça a un côté, ça donne une énorme confiance aussi maintenant dans la vie. Parce que je vois tout le monde n'a pas cette confiance-là. Et moi-même, quand ça va pas, je peux être très mal, mais je sais que je pourrais compter sur moi. Et quand tu as cette personne que tu côtoies tous les jours, qui est toi-même, et tu sais que tu peux compter sur elle, et c'est une arme absolue. Mais en effet, et on n'a peut-être pas dit les choses très concrètement jusqu'à présent, mais c'est sûr, je suis passée par des épisodes dépressifs, enfin la dépression tout simplement extrêmement intense. J'ai eu à batailler avec la boulimie très, 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 très longtemps, à l'échelle de ma vie, disons un bon tiers de ma vie, et j'ai 31 ans aujourd'hui. Je te disais, oui, à pas prendre de douche, à avoir honte de soi, à vouloir se cacher, à fondre en larmes en croisant le regard d'une gamine de 8 ans, tellement tu peux juste pas te montrer face aux gens. Et tous ces états limites m'ont appris qu'en effet, quand tu sais t'en sortir, tu apprends à davantage te connaître. On en parlera peut-être aussi ensuite de tout ce que j'ai pu mettre en place pour m'en sortir, mais ça développe un caractère et un courage qui aujourd'hui me sont extrêmement utiles. Tu en parlais dans l'entrepreneuriat, dans ma vie privée. On fait tous face à des situations difficiles, le deuil, la maladie d'autrui, pour pas parler que du boulot. Et aujourd'hui, je sais que j'ai bien davantage d'outils. Je me sens beaucoup plus forte et je me sens pas complètement embarquée et mise à terre
quand j'ai un problème. Moi, je fais aussi un lien entre le fait d'être quelqu'un de très mental et le corps. Tu vois, souvent, les gens qui ont cette fragilité, tu vois, émotionnelle, il y a aussi ce truc que tu te déconnectes toujours de ce que ton corps ressent vraiment. T'es vachement dans ton univers mental. Ah oui, non, mais fort. complètement, t'es bloqué. Et après, je pense que ça crée aussi tous les problèmes que tu as dans le corps ensuite. Et le corps a une mémoire. Et tu as tellement voulu le couper et tu restes complètement dans ton esprit. Et c'est pour ça que tu reconnectes par des choses comme la respiration, l'alimentation, voilà, c'est ça. etc. Mais je repense juste au point que je venais d'oublier. C'était le rapport aux émotions. Quand je te disais aussi, ça a été un des gros moteurs, je pense, de mes soucis de santé mentale, c'est que la sensibilité que j'avais par rapport au monde, tu sais, je l'assimile souvent à... Tu vois un petit peu l'image quand tu as une plaie, par exemple, sur la main ou sur le bras, tu sens l'air qui pèse dessus. Et tu as ce rapport direct au monde un peu d'écorché vif. Et cette sensibilité-là, je ne la sentais pas comme en ayant une plaie, mais en avoir 10 000 sur le corps. Et du coup, tout ce qui se passait dans le monde autour de moi me pesait, appuyé quelque part. Et il a fallu apprendre à vivre avec ça et aussi à l'utiliser comme une force parce que je pense que je sens beaucoup le monde autour de moi, les gens, les choses, tout ce qui se passe. Je suis très, très alerte et ça peut faire mal et ça peut conduire à des états dépressifs. Mais en même temps, c'est aussi une ressource énorme de captation de ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir apporter davantage aux gens, pour mieux comprendre. Dans le business aussi, ça peut beaucoup aider. Totalement, mais c'est ton coup d'éclat en vrai d'avoir utilisé cette sursensibilité, aussi ce rapport aussi quand même un peu complexe avec l'alimentation. Tu m'as dit t'es d'une famille qui a beaucoup travaillé aussi dans la restauration, beaucoup de plaisir à table, une grande connexion aussi avec la nourriture, la convivialité, mais le pendant aussi de ça, c'est un rapport complexe, boulimie, trouble du comportement alimentaire, et tu as quand même mis tous ces ingrédients-là dans ton coup d'éclat qu'on peut appeler d'aimant collective, parce que c'est à la fois une force impressionnante de monter un réseau de restaurants et de choisir aussi la nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui, dans d'aimant collective, tu as mis aussi cette dimension de faire le bien, qui est aussi ta mission de vie? Bien sûr, ma mission de vie, je la vois vraiment comme une continuité, une fluidité entre ma vie personnelle et professionnelle. Et je ne vois pas du tout, moi, de coupure entre ce qui appartient au pro et ce qui appartient au perso. Je trouve tout le sens dans mon boulot aujourd'hui parce que il remplit également les impératifs de ma mission sur Terre, qui est de faire le bien. Et je te parlais tout à l'heure de plusieurs sens, que ce soit écologique. On travaille sur les légumes parce qu'on sait que c'est une manière de s'alimenter. Et je ne parle pas du tout, on n'est pas des ayatollahs de la cause végane ou végétarienne, mais c'est l'idée que chacun peut végétaliser un petit peu plus son alimentation et même un repas compte. Et c'est ce côté de petit usinier, de step by step, et qu'un repas peut déjà changer les choses. D'un point de vue éthique, naturellement, également, puisque je crois énormément, j'ai une spiritualité, je te le disais tout à l'heure, de la non-violence. Et d'un point de vue éthique, je pense que le traitement qui est fait aujourd'hui sur les chaînes industrialisées des matières d'origine animale, ça n'a aucun sens et ça me trouble énormément. Je te parlais tout à l'heure de la sensibilité à la douleur d'autrui. Moi, ça a été un des premiers moteurs pour aller davantage vers une alimentation autour des légumes. Et je suis contente, là, aujourd'hui, de pouvoir le partager autour de moi. Et puis, c'est aussi un impact social de l'entreprise. Et j'y crois beaucoup au travers de la restauration, parce que c'est un lieu où, et puis aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, il est quand même difficile de recruter des employés dans la restauration, parce que c'est des boulots difficiles. Et je pense qu'il y a un modèle vraiment à repenser dans la restauration. Et pour moi, tout est lié. Encore une fois, on parlait de fluidité juste avant. Mais de la même manière que moi, j'estime avoir un projet profondément éthique et tourné vers le bien par les produits qu'on propose, ça n'aurait pas de sens si, avec les employés, on n'avait pas également une approche qui soit davantage fondée sur la bienveillance, sans être dans un monde de hippies ou de bisounours où c'est complètement horizontalisé et chacun fait un petit peu ce qu'il a envie. C'est une entreprise, il faut la faire tourner. Et à partir du moment où on veut se développer et avoir plus d'impact, il faut qu'elle marche bien. Mais pour autant, on peut repenser des choses sur les horaires de travail, on peut repenser des choses sur comment les personnes sont traitées au quotidien. Et je crois beaucoup à faire le bien à travers aussi le modèle social de l'entreprise, au-delà de la mission propre vraiment au produit et ce qu'on apporte aux clients. Ouais, et quand tu disais aussi que tu mettais beaucoup d'énergie sur la marque, moi je suis convaincue que grâce aux marques, on peut avoir plus d'impact. Parce que comme toi, je me pose aussi beaucoup de questions existentielles et notamment sur l'entrepreneuriat. Moi, j'ai aussi un alignement très fort avec Atelier Nubio, mais c'est vrai que toute cette énergie, je la mets pas pour vendre du produit. Même créer le produit le plus
extraordinaire qui soit, qui est l'énergie qui nous a aussi drivé dans les premières années et qui est toujours aujourd'hui omniprésente. Mais aujourd'hui, si on met autant d'énergie, c'est pour avoir plus d'impact avec la marque et un impact social et environnemental et social clairement sur les employés, mais aussi les gens qui vont acheter Atelier Nubio. Donc c'est vrai que cette question de la marque et de son impact est aussi un grand moteur, parce qu'on pense que seul, on peut avoir quand même moins d'impact qu'avec une marque, des gens qui travaillent avec toi, tout un écosystème. Et aujourd'hui, toi, tu entreprends à Paris, mais tu as pu voir d'autres modèles. Tu as travaillé en Suisse, mais aussi à LA. Est-ce que tu as pu être inspiré par des façons de travailler, justement, des organisations, une façon aussi de déployer la marque pour avoir plus d'impact ? Oui, je me suis beaucoup intéressée à toutes ces questions-là d'une manière active. Ce n'est pas forcément des choses que j'ai observées, c'est des informations que je suis allée chercher via les opportunités justement d'avoir vécu à l'étranger ou d'avoir eu la chance de pouvoir me rendre à divers endroits. Et je suis contente que tu parles de ces sujets-là, puisque moi, j'ai vraiment 2 obsessions le matin en me levant. C'est la construction de la marque et c'est proposer le meilleur modèle RH possible. Vaste sujet encore une fois, tu vois. Et j'ai rencontré beaucoup de restaurateurs, justement aux États-Unis et beaucoup à Londres aussi, qui sont sur des modèles où en fait ceux qui m'ont intéressé le plus et ce qui m'ont interpellé, et puis là c'est l'objet du podcast, c'est de faire la synthèse de ce qui est intéressant, c'est quand en fait on se rend compte que l'ordre n'est pas forcément celui auquel on croit comme ça de prime abord, où on place le client en premier, l'employé en deuxième. Non, moi je crois vraiment dans les entreprises qui mettent l'employé en premier et après on fera quelque chose de bien pour le client, sinon c'est pas possible dans l'autre sens. Et nous, c'est comment est-ce qu'on crée le maximum de valeur pour l'employé et pour le client. Mais en tout cas, pas dans l'autre sens. Et comment est-ce que tu peux proposer en fait un travail qui soit épanouissant. Encore une fois, tu vois bien, moi j'ai une énorme quête de sens dans ma vie, une quête de justice, une quête d'amour. Et d'embarquer des personnes sur ce chemin-là, c'est extrêmement puissant. Ça ne retire en rien toutes les petites péripéties quotidiennes. Et tu peux imaginer que dans la restauration, c'est à peu près que ça. Le gaz ne marche pas, le four est en panne. Ah, il y a des clients qui sont arrivés 10 minutes avant. Ah, le store est cassé. C'est à peu près ça, 40 fois par jour. Mais malgré tout, on sait qu'on est liés pour autre chose. Et qu'à travers toutes ces... Au-delà, plutôt, il y a quelque chose qui transcende toutes ces petites contingences-là. C'est quand même une vision qu'on partage tous avec chacun sa sensibilité. On n'est pas tous des petits robots, mais en tout cas, on croit vraiment à une place de l'humain très forte et sans bullshit, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même un discours environnant, comme le greenwashing ou comme, oui, l'humain au centre, mais vraiment, on tend à l'incarner le plus possible. Et moi, je suis la première personne à vraiment être sensible aux problèmes mentaux, aux problèmes rencontrés par les personnes, que pour moi, ça serait un énorme échec si au travers de mon entreprise, je contribuais au mal-être de quelqu'un qui travaille avec nous, parce que ça me fait mal. Et ça, c'est un sujet mais qui me prend aux tripes, mais fois 1000. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Alice. Nous allons toutes les deux aborder le sujet du sommeil et de la nécessité d'en faire une priorité, en particulier quand on est dans une phase d'activité intense de don de soi et qu'on aimerait que les journées aient plus de 24 heures. On veut une nuit étoilée est un élixir d'extraits de plantes récoltés directement sur le champ de culture. Nous avons sélectionné le tilleul, la camomille, la verveine et la mélisse pour leurs vertus apaisantes et sédatives. On veut une nuit étoilée est un complément qui vous accompagne dans votre rituel de bonne nuit. Vous le retrouverez sur notre e-shop ateliernubio.fr et au concept store Atelier Nubio, 4 rue Paul-Bert à Paris dans le 11e. Et il y a eu des actions, des prises de conscience que tu as eues depuis que tu as créé ton entreprise ? Les réalisations, je pense que ça a été beaucoup de comprendre qu'il faut s'adapter. Et si on veut que l'entreprise en fait marche et que ça marche pour l'employé dans son parcours dans l'entreprise, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et à un moment donné, il faut comprendre vraiment quels sont les moteurs et les motivations de l'employé dans l'entreprise et ce qui lui va lui apporter de la valeur. On parlait de création de valeur pour l'employé, qu'est-ce qui va lui apporter de la valeur dans sa vie ? Pour certaines personnes, ça va être plus de temps libre. Pour d'autres personnes, ça va être le sens. Pour d'autres personnes, ça va être de la rémunération. Pour d'autres personnes, c'est la reconnaissance, c'est de la mise en avant. Pour d'autres personnes, ça va être
plus un rapport coaching parce que voilà, ils ont besoin d'être poussés. Et ça, c'est très, très important, je pense, d'avoir la sensibilité en tant que bon manager, de comprendre quels sont voilà, ces drivers, ces choses qui sont si importantes pour le développement de la personne. Et l'entreprise, je dirais même devrait, et pas seulement pourrait, mais devrait comprendre cela et travailler au mieux l'organisation autour d'un épanouissement personnel de chacun selon ce qui, pour lui, est gagnant. Surtout qu'il y a plein de prises de conscience au fil des années. Il y avait des idées reçues que tu avais peut-être au début qui ne se sont pas du tout révélées constructives. Voilà. Et ça dépend aussi vraiment de chaque personne. Et comme tu le soulignais, l'autodétermination est très individuelle. On a tendance à penser que chacun veut augmenter et être de plus en plus haut dans la hiérarchie, mais ce n'est pas du tout le cas en fait, de tout le monde. Il y a d'autres drivers au niveau de... Tout à fait. Et je pense qu'en venant... tu vois, justement, d'un cas très école de commerce, tu vois, j'ai fait HEC, Sciences Po. J'étais avant dans des jobs où finalement on se ressemblait beaucoup. Hein, parce que oui, que tu aies fait école de commerce A, B ou C et tu as un job où globalement ce que tu veux, toi, c'est justement monter dans... Et manager. Ouais, manager, prendre en compétences et tout ça pour avoir un certain train de vie. Tu n'aimes pas forcément ton boulot, mais il te permet d'avoir accès à un certain mode de vie. Bref. On était très dans une logique d'avancement, etc. Moi, j'adore la restauration parce que ça m'a permis de rencontrer aussi tout un tas d'autres profils avec, comme tu le disais, des envies différentes, avec des gens qui n'ont aussi pas forcément envie d'être promus en termes de poste, mais ça va être d'autres choses beaucoup plus importantes pour eux dans le métier qu'on essaye d'apporter et des choses qui peuvent paraître basiques comme ça, mais qui sont vraiment pas des choses qui sont à prendre pour acquises, notamment dans la restauration. Du respect, truc tout bête. Parce qu'il y a de la hiérarchie en cuisine, il ne faut pas se mentir. En salle aussi, il y a de la hiérarchie, sinon ça ne marche pas non plus un restaurant. Encore une fois, il faut qu'il y ait un ordre de prise de décision et d'autorité. Ça rassure. Ouais. Et un bon leader, de toute façon, il est à la fois dans l'empathie et dans l'autorité. Parce que s'il n'y a pas d'autorité, c'est pas du tout rassurant. Ça ne crée pas un cadre non plus pour les subordonnés. Mais tout ça pour te dire que vraiment, on essaye... d'individualiser comme on peut et de comprendre au mieux possible les parcours de vie. Et là, tout au long de ces années où tu as quand même lutté avec des gros sujets de sursensibilité ou même on peut dire de maladies mentales, est-ce que tu as fait une connexion entre ton corps et ton esprit ? Comment tu prenais soin de ton corps pouvait aussi avoir un impact sur ton mental ? Complètement. Et je pense que ça a été un des points de déblocage, de comprendre cette connexion-là, puisque tu le disais avant, quand on a des problèmes de santé mentale, on est énormément dans sa tête, énormément dans son esprit. On est très tourné vers soi aussi, parce que le monde s'arrête à peu près au bout de ses propres problèmes. Et ces problèmes sont complètement liés à la tête. Mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, et où est-ce que j'en suis, etc. C'est passé par des petits gestes très simples. Je te parlais avant, même prendre une douche, c'était très compliqué à des périodes. Je me suis forcée déjà, ça a été des petits pas, ça a été de me dire non, on ne reste pas 2 semaines sans prendre une douche au fond du lit. On commence déjà par une micro-routine. Et là, on ne parle pas de la routine avec 15 steps à la coréenne. Hein, je ne parle pas de ça. De se prendre une douche, prendre un moment pour soi, de mettre des vêtements propres. En fait, c'est du respect basique pour ton corps qui te donne ensuite aussi plus de respect, plus d'estime de soi, plus de confiance au-delà dans la vie. Et après, petit à petit, ça pose les jalons pour aller plus loin. Du coup, ça commence par prendre une douche, tu te brosses les cheveux, tu repenses ton alimentation. Parce que la boulimie est une maladie qui... J'ai eu aussi d'autres pratiques d'automutilation, mais la boulimie en est une. Et c'est forcément extrêmement lié au corps. Et du coup, même si toi, tu es beaucoup dans ta tête, tu vois bien que ta maladie, de toute façon, elle est complètement... entre les deux, entre ton esprit et ton corps, parce que ton esprit te dit de faire quelque chose qui est très 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 mauvais pour ton corps et très mauvais pour ton esprit également. Une autre manière de m'alimenter en étant plus du tout dans un côté ok, je suis en total contrôle et je ne mange pas, parce que c'est ça la boulimie, en fait on ne mange pas pendant des jours, c'est du jeûne, et après c'est des phases de crise boulimique et on vomit, etc. J'ai appris à vivre sans avoir des reflux, c'est pas très glamour hein, de vomir. Et comme ça, petit à petit, tous ces gestes-là. En fait. Ouais, exactement. C'était un mode de fonctionnement. Ouais. J'avais des choses qui me stressaient. Je savais que j'allais jeûner pendant X jours. Et après, c'était la relâche totale en mode boulimique. Et du coup, avec un cycle où je vomissais. Et toutes ces choses-là pour dire que ces petits gestes d'hygiène, un autre rapport à l'alimentation, également
une autre manière d'aborder justement mes idées, puisque je les ai beaucoup dans la tête, mais j'ai complètement questionné la manière dont je concevais le monde, et toujours avec ce filtre extrêmement négatif et énormément dans le questionnement. Et je me suis forcée à chaque fois à contrebalancer une idée négative par une idée, si elle n'est positive, au moins neutre. Tu vois, c'est un peu le truc quand tu te regardes dans une glace. J'avais pas forcément ce problème-là, mais je le prends vraiment d'une manière métaphorique. On dit qu'est-ce que je suis moche, j'ai l'air d'un gros tas. Tu vas pas dire je suis la plus belle nana de la rue, je suis Miss Univers. Mais déjà, une idée neutre, ça peut être j'ai un corps, il me permet de marcher, je suis reconnaissante pour cela. Et petit à petit, tu vois, tu travailles sur contrebalancer absolument tout. Tu vois un truc triste dehors, tu te dis ah ouais, mais il y a aussi des choses qui se passent bien, des gens qui font un truc super et qui donnent de la joie à une autre personne. Il y a des belles choses aussi qui se passent dans ce monde. Et tout cela, ça m'a créé une forme de discipline qui est presque une armure aujourd'hui. Et je sais que si je ne suis pas très disciplinée avec, on n'a pas parlé, mais le sommeil, c'est-à-dire accorder suffisamment de temps au sommeil, mais je pense que c'est un de mes plus gros sujets encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal avec celui-ci. Manger sainement. Et quand j'entends sainement, ça ne veut pas dire manger des salades tous les jours. Non, j'entends sainement, c'est aussi avoir un rapport justement qui n'est pas dans le contrôle par rapport à l'alimentation, vu ce par quoi je suis passée. J'entends travailler sur mes idées, faire du sport. Ça a été fondamental aussi dans ma guérison. Parce que tu faisais beaucoup de sport, J'ai fait beaucoup de sport parce que j'étais en sport-études de l'âge de mes 7 ans jusqu'à mes 15 ans en danse classique. Bon, ce qui n'a pas provoqué mes problèmes alimentaires, mais en tout cas les a sûrement normalisés vu que j'en voyais beaucoup autour de moi. Mais ça ne les a pas provoqués non plus. J'ai fait beaucoup de sport et après j'ai complètement arrêté en fait à 15 ans. Et justement, je pense que tout ça a retiré petit à petit du respect que j'avais envers moi et envers mon corps. J'ai retiré le sport, tu retires ceci, tu retires cela. Et en fait, toutes ces petites choses qui paraissent anodines, quand tu commences à être sur une mauvaise pente, croyez-moi, elles sont pas si anodines que ça. Et la discipline que j'ai aujourd'hui, voilà, c'est au travers de l'alimentation, c'est au travers du sport, c'est au travers d'un travail que j'ai constamment sur mes idées. Et si j'ai pas tout cet arsenal de petits outils qui sont vraiment pour moi plus que des béquilles, c'est plutôt même un socle, un fondement à une vie bonne, je sais que je me sentirais mal, et je le vois bien dans les périodes où je laisse un petit peu ça à l'abandon parce que tu sais, il y a d'autres priorités, tu as un moment de gros stress au boulot, tu as un moment difficile à passer dans ta vie privée, les choses qui sont les plus importantes sont finalement celles que tu abandonnes le plus vite. Ouais. Et après, il y a toujours un peu la frontière entre contrôle et discipline. Parce que discipline, là, on l'entend avec plutôt un côté positif, et l'over-control, par contre, c'est quand même le pendant assez négatif. Donc, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour l'alimentation ? Pour l'alimentation, alors moi, je dois faire très attention. S'il y a des personnes qui nous écoutent, justement, qui ont des troubles du sommeil, il est généralement pas très conseillé d'aller sur des jeûnes contrôlés, parce qu'en fait, on peut re-rentrer dans des problématiques un petit peu dangereuses. Et d'ailleurs, moi, la personne qui m'a aidée à me soigner sur la boulimie, en fait, elle m'a dit que c'est pas les phases boulimiques qu'il faut supprimer, c'est les phases de jeûne. Parce qu'en fait, une fois qu'il n'y a plus le jeûne, il n'y a plus le côté, on perd le côté dualité, punition, relâche, punition, relâche, punition, relâche. Et il ne faut pas chercher à supprimer la Mais les relâche. 12 heures, c'est les 12 heures de nuit. Et ça, c'est ça, exactement. Et là, ça reste. Je parlais plus pour le jeûne intermittent, qui, moi, seraient des pratiques qui sont très déconseillées pour moi. Et j'essaye. Tu sais, quand tu as perdu la connexion entre quand est-ce que tu as faim, tu manges pour quelle raison, comme l'alimentation était tellement une question problématique. Voilà, mais pour ce qui est des 12 heures, voilà, c'est ce qui est complètement sain. Et moi, ça, en effet, une pratique toute simple, mais je pense que là, j'apprends absolument rien à personne. Mais ne pas dîner trop tard, ça, c'est vrai que c'est compliqué quand on est dans la restauration, puisque les horaires sont un petit peu chamboulés de repas. Et je dois être doublement vigilante au carré sur cette question-là, puisque comme j'avais quand même des problèmes alimentaires et que la restauration fait que normalement tu manges pas exactement quand les autres personnes mangent, mais j'essaie vraiment de pas dîner trop après 20h30 si je veux pouvoir dormir. Bon, si c'est vers 19h, ça serait encore mieux. Mais si moi j'essaye de dormir avant minuit si c'est possible. Et voilà, ça c'est une petite règle très simple d'essayer de dîner le plus tôt possible. Et voilà, comme tu dis, après ça te permet quand même d'avoir une fenêtre durant laquelle tu laisses aussi ta digestion au repos, ton corps au repos. Et je ne dors jamais mieux que quand j'ai pas eu une stimulation, excitation alimentaire juste avant. Enfin, pour moi, ou intellectuelle. Parce que moi, mon sujet, c'est que je me remets à travailler. Oui, tes enfants dorment et après tu te remets au boulot. Et travailler jusqu'à minuit, en fait, tu te couches, même si c'est minuit. T'es en ébullition. 7 heures, hyper dur de déconnecter.
Et toi, est-ce que tu as des pratiques justement qu'on peut appeler mindfulness ou de pleine conscience, vraiment des pratiques où tu essayes de déconnecter, de te reconnecter avec ton corps et à déconnecter ce mental qui est tellement en ébullition? Moi, c'est extrêmement compliqué de le faire le soir. C'est vrai que tu vois, il y a des moments où je me surprends la journée à être plus mal et là, je vais avoir ces pratiques-là. Le soir, je suis encore, et c'est pour ça que je te disais que le sommeil était pour moi aussi un énorme chantier, je me laisse encore trop emporter dans mes pensées. Le soir venu, j'ai un truc comme ça, quand la nuit tombe, il y a un côté, paf, ça me tombe un peu sur les épaules et j'ai le moral un peu plus flanchant et je me laisse du coup plus aller dans les stimulations créatives, intellectuelles, le travail qui m'empêche de penser aussi à d'autres trucs moins roses, mais encore une fois, on y revient à cette certaine forme de discipline qui n'est pas pour moi vraiment du contrôle. Mais j'étais à mauvaise école en ayant fait autant de danse classique sur la discipline. J'ai peut-être un rapport problématique à ça. Mais la respiration, encore une fois, je pense que je n'apprends rien à personne. Et je ne sais pas si tes auditeurs, c'est quelque chose qu'ils font. Mais une respiration lente, profonde, mais vraiment profonde, elle te permet quand même de te reconnecter à ce qu'il y a de plus fondamental, le souffle de la vie, l'étymologie de l'âme, c'est anima, c'est vraiment le souffle. Et ton âme, ton corps, c'est ce qui relie tes émotions, ton corps, ton âme, ta présence dans l'ordre cosmique, disons des choses, c'est vraiment le souffle. Et je suis assez bouddhiste là-dessus, sur ce rapport vraiment à la respiration. Il y a autre chose qui... Tu fais quoi? Tu te mets un petit peu à l'écart et Je me mets un petit peu à l'écart, soit quand je sens que j'ai besoin de me détendre ou même j'essaye aussi de le faire quand je n'ai pas besoin, parce que là aussi ça peut être extrêmement puissant. Et au moins 3 grandes respirations profondes, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, en vraiment remplissant le plus possible mon ventre et ma cage thoracique. Et ça va être... Ensuite, je reste 3 secondes en forme d'apnée. Du coup, inspiration très profonde, apnée pendant 3 secondes. Et ensuite, une expiration extrêmement lente et longue. Parce que là, l'expiration prend beaucoup plus de temps et vraiment... Veiller à vider tout l'air jusqu'au plus petit interstice qu'on peut sentir. Et il y a un sentiment quand même vraiment une forme de bien-être après qui permet, et puis c'est scientifiquement prouvé, ça va redescendre ton rythme cardiaque, ça va permettre vraiment un apaisement. Et l'autre outil que j'ai en mindfulness, ça fait 2 ans maintenant que je médite. Ouais, bon, je suis un cliché sur pattes, mais je sais pas, est-ce que tu connais la méditation transcendantale? Ouais, j'en ai entendu parler, mais je la pratique pas. Donc toi, il faut quelqu'un pour te Exactement, guider. J'ai fait ma formation de méditation transcendantale, c'est 4 jours où tu fais cette formation-là. Tu as un mantra qui est juste pour toi et sur lequel tu travailles. Je peux pas en dire plus parce que je sais pas, c'est un côté assez oui, puis on t'encourage beaucoup, c'est assez secret leur truc. Mais le mot peut faire peur sur méditation transcendantale, mais voilà, c'est une pratique de méditation et qui en fait te permet aussi de retrouver une sorte de calme intérieur. Et moi, c'est mon objectif absolu dans la vie. On en parlait tout à l'heure, mais c'est trouver cette mer d'huile intérieure qui te permet de faire face à toute situation. Et je te disais, pouvoir compter sur soi, ça passe par savoir que tu peux retrouver la sérénité, même quand ça te semble être le chaos à l'intérieur et à l'extérieur. Et chez Atelier Nubio, on dit que les plantes nous guident. Ça a plein de significations, surtout toi qui cherches beaucoup le pourquoi des choses. Donc, est-ce que toi, dans ta vie, il y a une plante qui s'est trouvée sur ton chemin, une plante aussi à laquelle tu vas faire confiance ou une plante totem? Alors, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ça et malheureusement, j'ai pas l'infusion miracle, la décoction autour d'une plante, tu vois, qui m'aurait guidée dans la vie. Du coup, je me suis un peu plus creusé la tête et tout. Tu m'as dit aussi que je pouvais te parler d'un légume. Mais ça peut être la vigne. Tu sais, parfois, j'ai posé cette question à des amis qui m'ont dit le vin, quoi. La vigne, c'est aussi une plante. Ah non, il faudrait pas. Mais j'ai pensé à un légume, tu vois, parce que c'est venu là au cours de notre conversation. Tu sais, il y a un légume que j'adore, je pense que c'est mon préféré, c'est le petit pois. Ouais. Et le petit pois, c'est un côté, tu sais, tu l'écosses, tu passes du temps avec lui. C'est une activité qui est presque méditative. On parlait de méditation juste avant. C'est dire pas mal de choses pour moi, parce que tu sais, c'est quand même le légume par excellence de printemps. T'as les asperges. Les asperges et les petits pois, c'est le truc. J'adore son goût, mais j'adore aussi ce que ça veut dire sur ce moment de la vie où, pour moi, le printemps a souvent et toujours une période un petit peu compliquée. Je pense qu'il y a quelques personnes qui vont traverser des dépressions qui peuvent se reconnaître là-dedans. Mais c'est le moment où la lumière revient, la lumière elle est un peu trop crue. Il faut se découvrir, tu peux plus être caché.
Les gens sont extrêmement joyeux, bizarrement, et tu te sens pas forcément bien ni dans ton corps ni dans ta tête. Moi, le printemps, c'est toujours une période, une transition. J'ai un petit peu du mal. Mais en même temps, c'est le moment où il y a mon légume préféré, les petits pois. Et du coup, je profite de cette période-là vraiment pour revenir à ce végétal que j'aime tant, à y trouver quelque chose de beau et de rassurant dans ce printemps. Dans Coup d'éclat, bien sûr, on parle de cette action remarquable que tu as prise au cours de ta vie, mais c'est aussi l'occasion de partager à celles et ceux qui nous écoutent une petite pratique pour rayonner au quotidien. Toi, est-ce qu'il y a une pratique Coup d'éclat que tu vas pouvoir nous partager ou une beauty food que tu aimes prendre? Tu sais que quand tu vas la consommer, tu seras un peu plus belle après. Je serai un peu mieux, je me sentirai mieux. Bah écoute, tu m'as dit des très belles choses, mais je suis une nana vachement superficielle aussi, du coup. Il y en a une, c'est vraiment à l'extérieur, tu vois. Il y a un truc que j'adore faire, c'est m'exfolier les lèvres. Je sais, tu vois, tu voulais me parler. Avec quoi? Et ça, pour le coup, ça te donne tout de suite les lèvres un peu rosy et tu as l'impression d'avoir déjà 10 fois meilleure mine sans avoir rien mis sur ton visage d'autre que cela. Bah, tu vois, moi, je suis avec l'homéoplasmine ou avec un baume à lèvres et après, je passe un coton-tige, tu vois, et tu frottes doucement tes lèvres. Évidemment, ça marche que si tu bois suffisamment d'eau à côté ou de jus ou de tisane, enfin, et plutôt que ou. Parce que sinon, si tu as les lèvres sèches, de toute façon, resteront sèches. Mais ça te donne ce petit coup d'éclat à l'entièreté du visage. Je te jure, on voit moins tes cernes, on voit moins tout ça. Bon, et après, sinon, au sucre, c'est toujours un truc, tu vois, qui marche avec un petit corps gras. Ça, j'adore. Tu passes un petit corps gras avec du sucre. Ouais, exactement. Ouais, okay. Exactement. Oui, pardon, il faut un sucre avec des grains suffisamment importants. Comme ça a un vrai effet. Après, tu as les lèvres toutes douces et je te dis légèrement rosy. Et sinon, moi, quelque chose que vraiment je recommande à tout le monde, c'est de trouver son mouvement à soi. Le sport, moi, c'est tellement un truc. On parlait du mental. Là, tu peux décrocher un petit peu le mental, au moins le temps d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Ça doit pas forcément être extrêmement long. Et ça peut être autant de la marche, du yoga, du pilates, de la danse, de la zumba ou de je ne sais quoi. Mais vraiment, bouger un petit peu chaque jour, moi, ça m'a énormément aidé. Moi, ça m'aide aujourd'hui au quotidien, juste de bouger mon corps. Vraiment, on sort un petit peu de sa tête. Tu danses sur de la musique chez toi? Qu'est-ce que moi, je suis pas du genre à danser sur de la musique comme ça chez moi, mais non, tu sais quand même, quand on a été danseuse, on a un côté ballet là où je sais, on sait pas trop être cool et danser comme une petite folle. Au quotidien, ce que je fais soit du pilates, soit de la barre au sol, soit du genre de fitness, tu vois, mais je regrette trop d'avoir arrêté pendant quelques années, d'avoir été aussi statique dans mon corps. Je sais que j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin de sentir mon corps, j'ai besoin de me sentir vivante et l'expérience de la vie passe par le corps. Totalement. Et c'est vrai que pour faire un petit peu la boucle avec notre sujet aujourd'hui sur toutes ces étapes de dégradation physique et mentale qu'on peut vivre dans une vie, il y a plein d'études qui ont démontré les bienfaits sur non seulement le fait d'être bien dans sa tête, mais aussi rester lucide plus longtemps pour les personnes qui sont plus âgées, du fitness. Parce qu'il y a ce truc de coordination des mouvements, aussi avec de la musique, et aussi de le faire, plus tu le fais aussi en collectif, plus ça a des effets, mais genre plus que n'importe quel antidépresseur. C'est incroyable, le truc du mouvement, c'est... Ah non, c'est fascinant. Et puis c'est au croisement de tellement de choses, comme tu disais. En plus, c'est social et tout quand tu rentres dans une pratique de cours. Parce que là, je disais, je fais ça toute seule le matin chez moi, mais dès que possible aussi, je vais à des cours collectifs de danse classique. Et en plus, voilà, tu vis une pratique. Tu fais toujours la danse classique, du coup. Ouais, j'ai repris. Il y a eu mon trou noir début de ma vie de jeune adulte. Et puis après, j'ai appris à vivre avec la déception d'être extrêmement mauvaise par rapport à avant, ce qui était aussi un cap à passer. Parce qu'évidemment, tu n'as pas du tout le niveau. Avant, j'en faisais 6 à 8 heures par jour pendant toute mon enfance et l'adolescence. Et du coup, après, c'est toujours une pratique j'ai que perdu, t'aimes, avec laquelle tu as reconnecté. J'ai appris à aimer moins via la performance que via ce que ça m'apportait sur le moment même. Alors que j'ai un rapport très, très performatif à peu près à tout ce que je fais. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'avais aussi arrêté la danse, parce que je m'étais dit... j'avais toute la formation, je me suis arrêtée à l'aube de commencer professionnellement, enfin d'en faire ma carrière, parce que j'avais peur de ne pas être la plus grande étoile, être une autre Dorothée Gilbert ou une grande artiste, et j'ai pas osé sauter le cap, mais d'y revenir de manière plus amateur m'a permis aussi d'être dans un rapport moins performatif et moins je fais ça pour atteindre ce résultat-là,
Ce qui, je pense, aussi a été un sujet que j'ai dû traiter dans toutes les zones de ma vie. Oui, mais aussi changer les moteurs, parce que finalement, l'idée aussi d'avoir une énorme performance avec ton entreprise aujourd'hui et avoir plus d'impact. Et c'est pas toi toute seule aussi. Il y a aussi cette idée de collectif qui peut permettre aussi d'utiliser cette force et ce courage qui a été renforcé en fait par les épreuves que tu as pu surmonter. Ah bah, c'est tout ce dont je rêve, pouvoir vivre une grande aventure collective, d'où le nom d'Aimant Collective. On veut vraiment faire quelque chose ensemble sans mettre plus en avant une personne qu'une autre ou sans considérer qu'une réussite est une réussite individuelle. La réussite de l'un, c'est la réussite de l'autre. La réussite de l'autre, c'est la réussite de l'entreprise. Et on voit vraiment ainsi. Et pouvoir embarquer, inspirer à aller plus loin, c'est tout ce dont je rêve et tout ce que je me souhaite pour les prochaines années au travers de cette entreprise. Génial. Merci infiniment, Alice, pour cette discussion qui est partie dans beaucoup de directions, mais qui retrouve vraiment un alignement par ces dernières paroles sur le but de ton entreprise aujourd'hui. Très singulier. Tu as très bien rebouclé. Et qui te ressemble énormément. Merci beaucoup, Claire, pour ce moment. J'espère que cet épisode avec Alice vous a plu, qu'il vous a convaincu que même aux moments les plus dramatiques de notre vie, nous avons la capacité à trouver la ressource en nous-mêmes pour nous redresser et nous dépasser. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse claire@atelierNubio.fr. J'ai hâte de vous lire.